Bonjour, cette charmante voix vous informe que si cette vidéo vous procure du plaisir, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et vous abonner à la chaîne de Mew. Au revoir. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Mew. Bon, j'espère que la semaine n'a pas été trop longue, trop compliquée. Il a fait super chaud cette semaine. Je suis en nage, là actuellement sur Grenoble. Je sais pas exactement quelle température il fait, mais ressenti canicule quoi. Je suis obligé d'éponger le visage entre chaque plan. Ah, j'en peux plus. Et tout de suite, votre journal météo. Aujourd'hui, nous allons voir une météo qui reste exceptionnelle pour la saison. Il fait chaud! Et on se retrouve pour, comme d'habitude, du thread horreur. Pour cette histoire, imaginez-vous en plein milieu des bois, au beau milieu d'une énorme forêt. Vous habitez avec vos parents et votre père est un gardien forestier. La famille habitait ici depuis maintenant 4 ans. La maison ressemble à un beau chalet en bois d'époque. Le père partait souvent en excursion en forêt pour s'assurer que tout allait bien au niveau de la faune et de la flore. La femme, quant à elle, s'occupait du potager avec l'aide de son mari quand il était là. Tout autour de la maison, un magnifique potager. C'est avec des fruits et des légumes qu'ils plantaient eux-mêmes qu'ils se nourrissaient la plupart du temps. Et enfin leur fille de 12 ans qui travaillait à la maison, qui faisait ses cours à distance. Pourquoi à distance? Parce que la ville était loin. Ils étaient à 40 km du plus proche village. Il y avait quelques mesures de sécurité qui avaient été établies par le père quand sa fille se perdit en plein milieu des bois, il y a maintenant 3 ans et demi. Elle avait l'interdiction de s'aventurer trop loin dans la forêt, elle devait toujours avoir un talkie-walkie à portée de main, et les parents avaient eu suffisamment peur pour adopter un chien, un beau labrador, qui s'était lié d'amitié avec la fille de la famille. Ils ne l'ont pas appelé parmesan celui-là. Un soir de semaine, le père reçoit un appel sur son talkie-walkie. Cet appel lui indique qu'il y a du grabuge à l'est et lui demande d'aller vérifier de ses yeux s'il n'y avait pas de braconniers dans les environs. Le père prépara ses affaires pour quelques jours et décida de partir au petit matin le lendemain. Il prévient sa femme et sa fille qu'il en a pour maximum 4 jours, le temps de faire le tour, de ratisser la zone, et que de toute façon, il était joignable sur le talkie-walkie de secours. Sa femme et sa fille l'accompagnèrent jusqu'à la porte d'entrée, l'embrassèrent et lui souhaitèrent une bonne route, lui demandèrent d'être prudent, comme à son habitude, et retournèrent à leurs occupations. De manière générale, l'endroit était relativement calme. Il y avait très peu de braconniers, très peu d'intrus, c'était une réserve naturelle, protégée. Une journée passa, journée durant laquelle la mère s'occupa du potager comme à son habitude. Il avait donné naissance à de somptueux légumes. Quant à la fille de la famille, Lucie, elle s'amusait énormément avec son chien. Chien qui était extrêmement doux, mais qui semblait agité depuis quelques heures. La nuit tombe. Les deux filles s'occupent de préparer à manger, pour elle mais également pour le chien. Chien qui grattait à la porte, comme s'il avait une envie pressante de sortir. Lucie indique qu'elle va ouvrir à la porte pour que le chien puisse sortir faire ses besoins à proximité de la maison. Mais celui-ci est de plus en plus agité. Sa mère lui demande donc qu'elle le tienne en laisse et qu'elle reste proche de la maison. Il y avait peut-être des sangliers ou des animaux sauvages à proximité, ce qui aurait pu exciter ou inquiéter le chien en soi. Lucie prit donc la longue laisse qu'il y avait à l'entrée, attacha le chien et ouvrit la porte. La porte s'ouvre et le chien dévale à toute vitesse les escaliers qui se trouvent devant la maison. Le chien fonça comme une fusée à l'extérieur. Lucie a le réflexe de le tenir fermement, mais elle se fait presque embarquer par la force de l'animal. Il tire de toutes ses forces et commence à grogner. Il grogne, il aboie. La mère de Lucie arrive à toute vitesse et l'aide à le retirer pour l'amener à la maison. Mais que se passe-t-il ? Qu'est-ce qui se passe avec leur chien? C'est la première fois qu'il agissait comme ça. Quand il y avait des animaux sauvages à proximité, il grognait un peu, mais il n'avait pas ce comportement sauvage, agressif. Qu'est-ce qui se passait? À l'extérieur de la maison, les femmes ne distinguèrent rien du tout, hormis les abords de la maison, éclairés par les lumières traversant les fenêtres.
Il faisait noir, seul le bruit de la forêt vint à leurs oreilles, comme d'habitude à cette heure-ci. La mère réussit à traîner le chien à l'intérieur de la maison. Le chien était toujours un peu agité, et la mère de famille décida donc de l'enfermer dans le bureau à l'étage pour la nuit. Le lendemain matin, la mère se lève tôt pour sortir le chien. Elle en profite pour demander à sa fille d'aller cueillir quelques fruits et quelques légumes qui étaient mûrs pour pouvoir préparer le petit déjeuner ainsi que le déjeuner. Lucie sortit donc de la maison et s'enfonça dans le grand potager. Elle cueille quelques fruits, quelques légumes, et là Lucie remarque quelque chose qui n'était pas courant. Des traces au sol. Non pas des traces d'animaux, ni de pas, mais comme si quelqu'un avait traîné quelque chose de lourd sur le sol. Une longue traînée qui disparaissait entre les rangées. Elle décide de suivre les traces, et elle arrive quasiment au bout de la propriété, au bout du potager. Elle tombe à ce moment-là, nez à nez avec un homme assis par terre. Il était joliment habillé, il avait l'air blessé et surtout terrifié. Il commence à déblatérer dans une langue qu'elle ne comprend pas, et l'homme lève les mains au ciel et commence à pleurer. Lucie, la pauvre, elle sait pas quoi faire. L'homme a les yeux en larmes et la supplie de ne pas crier en mettant un doigt devant la bouche, en la suppliant. Elle décide alors de s'approcher un petit peu de l'homme en lui disant que tout allait bien, qu'elle pouvait aller chercher sa mère et qu'on allait pouvoir le secourir, le soigner. L'homme a l'air à bout de force. Il essaye de se relever péniblement, mais il titube et tombe au sol. Lucie décide donc de rebrousser chemin et court en direction de la maison pour aller chercher sa mère. Et 5 minutes plus tard, elle revient accompagnée de sa mère, qui avait entre-temps rentré le chien dans la maison, de peur qu'il devienne incontrôlable, ou pire, qu'il attaque l'inconnu. Sans même poser de questions sur son habillement ou sa langue, elle décide de l'aider. Elle s'approche de lui, l'aide à se lever et l'accompagne à la maison tandis que l'homme grogne de douleur. Elle demanda également à Lucie de contacter son père via son talkie-walkie qu'elle avait à la ceinture pour le prévenir qu'il y avait un homme blessé dans la propriété, car c'était une première. Ils pénétrèrent dans la maison, tous les trois, et s'installèrent dans le salon. Page de pub. Instant promo. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter, moi ça me permet d'être un peu plus visible et surtout de pouvoir toujours être motivé à vous proposer un somptueux contenu. Bon visionnage. L'homme est en train de boire son 3e grand verre d'eau. Le chien, qui était de nouveau enfermé dans le bureau à l'étage, grattait la porte, frénétiquement. Lucie n'avait pas réussi à joindre son père, malgré plusieurs tentatives, mais c'était totalement normal. La région était plutôt escarpée, il y avait des montagnes, des vallées, et forcément le signal ne passait pas toujours. La mère de Lucie voulut examiner la jambe de l'homme, la jambe qui le faisait souffrir et qui avait imbibé son pantalon d'une couleur rougeâtre. L'homme ne la laissa pas approcher en repoussant sa main d'un geste craintif. Il était impossible de communiquer avec l'homme. Il parlait dans une langue que la mère et la fille ne comprenaient pas. Il ne parlait même pas anglais. C'est là qu'elle eut une idée intelligente. Elle saisit le verre de l'homme et lui indiqua sa jambe contre le verre d'eau. L'homme acquiesça de la tête, et cette fois-ci, il la laissa s'approcher examiner sa jambe. Là où elle s'attendait à trouver une grosse griffure, ou au pire des cas une fracture ouverte, elle découvrit autre chose qui l'inquiéta fortement. Une chose qu'elle n'aurait jamais imaginée. La blessure de l'homme était une blessure par balle. Elle recula immédiatement et demanda à sa fille d'appeler son père de nouveau sur le talkie-walkie. De nouveau, Lucie contacta son père, mais aucune réponse. La connexion ne passait pas. L'homme n'avait pas l'air dangereux, il était surtout effrayé, mais le souci c'est qu'une blessure par balle, c'est très rarement accidentel. Vu que son mari, le garde forestier, ne répondait pas, elle décida de prendre les choses en main et se dirigea dans le couloir de l'entrée pour utiliser le seul téléphone de la maison, un téléphone fixe. Elle composa le numéro des secours, mais là, bizarrement, aucune tonalité. Le téléphone ne fonctionnait pas. Comment c'est possible? Il a toujours fonctionné jusqu'à maintenant. Juste à cet instant, il ne fonctionne pas? Il restait une dernière solution. Demain, il faudrait marcher jusqu'au poste de secours qui se trouvait à 3 km d'ici. Il y avait là-bas une radio, ainsi que diverses fournitures de soins et de secours. Et à partir de là, elle pourrait enfin appeler les secours. La nuit arriva assez vite.
La mère décide donc d'installer l'homme dans la chambre de Lucie, et quant à sa fille, elle viendrait dormir avec elle, ainsi que le chien. Les deux filles s'installèrent dans le lit, le chien s'accroupit près de la porte, et la nuit passa. Le lendemain matin, Lucie et sa mère se firent réveiller par les aboiements du chien. En effet, quelqu'un toqua à la porte de la chambre, et cela avait surpris le chien et l'avait réveillé. La mère se leva, s'habilla, ouvrit la porte, c'était l'homme qu'elles avaient secouru hier. Il leur fit des signes et secoua des pages de cahiers qu'il avait récupérées dans la chambre de Lucie sur lesquelles il avait gribouillé. C'étaient des dessins assez rudimentaires, mais grâce aux signes qu'il faisait et aux dessins qu'il avait faits, la mère put comprendre ce qu'il s'était passé. L'inconnu avait été attaqué par un groupe d'hommes qui étaient peut-être toujours à sa recherche. Le dessin désignait plusieurs personnes qui lui couraient après en lui tirant dessus. Mais pourquoi? Qui était cet homme? C'était pas bien net tout ça. À ce moment-là, quelqu'un sonna à la porte d'entrée. Sachant que son père faisait toujours ça quand il rentrait d'excursion, Lucie se dirigea automatiquement vers l'escalier pour descendre et ouvrir la porte. Sa mère l'attrapa par la main en lui disant d'aller se cacher dans la chambre. Elle prit la main de l'homme, l'emmena dans la chambre de Lucie, le jeta au fond d'un placard, le recouvrit de linge et ferma la porte à clé. Elle récupéra également le chien qu'elle enferma dans la même chambre que Lucie et descendit au rez-de-chaussée et se dirigea vers la porte. Si c'était son mari, certes il sonnait à la porte, c'était pour prévenir tout le monde qu'il était rentré. Il serait rentré directement après avoir sonné. Or, la personne avait sonné 3 fois et attendait toujours à l'extérieur. La mère ouvre la porte et elle se trouve face à un homme plutôt grand, élancé, d'une tenue sombre, et cet homme lui dit avec un grand sourire. « Bonjour madame, je me présente inspecteur Maxwell. Je travaille au poste de police du comté. Nous avons eu des signalements qu'un homme armé et dangereux était en fuite dans la région. » Manque de bol pour lui, mais également pour la mère. Elle connaissait très bien le poste de police du comté, car son cousin et son oncle travaillaient là-bas. Et les 10 policiers du poste, elle les connaissait très bien. Cet homme était clairement en train de mentir. Il lui demanda s'il pouvait rentrer, la femme accepta et ils s'installèrent dans le salon. Elle lui sert un verre d'eau, se retient de trembler, en n'oubliant pas que si c'était les hommes qui recherchaient l'inconnu, ils étaient sûrement armés. Le faux policier reprend. Il s'agirait d'un mercenaire qui a trouvé refuge dans la région et qui fait l'objet d'une chasse à l'homme. Le faux policier regarde de partout dans le salon, analyse les moindres détails et commence à faire le tour de la pièce. Il en profite pour glisser quelques remarques totalement hors propos sur la décoration, sur la beauté de la maison, pour enfin lui dire qu'il resterait à proximité de la maison avec quelques collègues, simplement pour s'assurer de leur sécurité. Il justifie et renchérit en disant « Nous pensons qu'il est dans les parages, car votre ligne téléphonique est coupée. Nous avons relevé un sabotage à proximité de la maison. » La mère en était sûre. L'homme qui se trouvait devant elle était extrêmement dangereux. Elle en était sûre. Elle raccompagne l'homme jusqu'à la porte d'entrée, et une fois que celui-ci est sorti, elle ferme doucement la porte et la ferme à clé. Elle se précipite ensuite dans la cuisine pour regarder par la fenêtre, et voit que l'homme est en train de parler avec un autre de ses collègues, quand soudain, l'un des hommes qu'elle n'avait pas vu au préalable sort de dessous le véhicule de la famille. Qu'est-ce qu'il foutait sous son véhicule? Qu'est-ce qu'il avait fait? Certains avaient des fusils automatiques harnachés sur leur dos. C'était eux qui avaient coupé la ligne. Elle en était sûre, elle en était persuadée. Un sentiment d'urgence et d'effroi emplit la mère, et elle monta les escaliers 4 à 4 jusqu'à la chambre de l'homme. Elle ouvrit le placard, le sortit de là, et commença à lui poser moult questions. Elle prit des feuilles et des crayons pour essayer de communiquer avec lui, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. L'homme blessé dessine cette fois-ci 2 groupes de personnes. Un groupe de 6 personnes et un groupe de 3 personnes. Chaque groupe avait une mallette. Il barre ensuite 2 personnes du groupe de 3 et désigne la personne non barrée comme étant cette personne. Il prit une autre feuille et se dessina en train de courir avec une flèche, poursuivi par les 6 autres inconnus, tout en tirant sur lui. La mère demanda ce qu'il y avait dans ces mallettes. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette mallette? Qu'est-ce qu'il en avait fait? L'homme se contenta de dessiner le symbole $, de l'argent. Il y avait de l'argent dans cette mallette.
Donc c'était un règlement de compte ou quelque chose dans ce sens-là? Des trafiquants peut-être? Des braconniers? C'est bizarre, la façon surtout dont il est habillé, ça ne ressemble pas à du braconnier. Qu'est-ce qu'il foutait là? L'homme dessine maintenant 2 grands yeux et fait un signe à la femme comme quoi les yeux la regardent elle. Les hommes ne la laisseraient pas en vie comme étant un possible témoin. Elle acquiesça lentement. Elle laissa l'homme dans la chambre de Lucie et se dirige vers la chambre où il y avait Lucie et le chien. Elle explique à Lucie qu'il faut qu'elle écoute attentivement ce qu'elle va lui dire, car la situation était extrêmement périlleuse. Il n'avait aucun moyen de communiquer avec le monde extérieur, c'était très mal barré. Et là, elle lui explique dans les moindres détails ce qu'elle avait appris. Elle n'avait aucune raison de lui cacher les informations, surtout qu'ils étaient tous en danger et que des hommes armés étaient à l'extérieur. En effet, à plusieurs reprises, les 2 filles ont essayé de contacter le père et la mère ne voulait surtout pas voir son mari débarquer dans le jardin et se faire fusiller par les hommes. La famille était prise entre 2 feux. Il n'y avait qu'une seule possibilité, c'était s'enfuir. Le souci, c'est que si elle disait aux hommes à l'extérieur qu'elle hébergeait l'inconnu qu'ils recherchaient, c'en était fini d'eux. Elle savait que ces hommes ne laisseraient aucun témoin. Pour l'instant, il y avait le bénéfice du doute. Les hommes avaient dû repérer les traces de l'inconnu, non loin de la maison, et en fait, ils servaient tout simplement d'appât. La mère réfléchit en boucle. Comment se sortir d'un pétrin pareil? Comment aller chercher de l'aide? Et là, elle trouva une idée. Elle réunit à l'étage l'homme ainsi que sa fille, et leur explique son plan. À la tombée de la nuit, elle avait trouvé le moyen de faire diversion, et il pourrait profiter de cette diversion pour s'enfuir via le sous-sol du garde-manger qui conduit jusqu'à la serre. La serre qui était à une vingtaine de mètres de la maison. À partir de là, la serre était adjacente à une partie dense de la forêt et il pourrait se fondre dans la nuit entre les feuillages. C'est en tout cas ce qu'elle espérait. La nuit commence à tomber et ils mettent le plan à exécution. La femme fait descendre tout le monde au niveau de la cuisine et avant d'ouvrir la trappe qui mène au tunnel, elle va dans le salon, allume la radio assez fort et laisse le chien dans le salon. C'était la seule solution, elle devait laisser le chien. Premièrement parce qu'il aurait pu faire du bruit dans leur fuite et trahir leur position. Et deuxièmement, si les hommes venaient toquer à la porte parce que le bruit était trop fort, le chien aboierait et possiblement ça les empêcherait de rentrer. Ils ouvrent la trappe et rentrent à l'intérieur de ce tunnel. Ce tunnel qui mène à la serre. Une fois arrivée au bout, la mère déverrouille la trappe extérieure. Ensuite, elle décide de sortir en première, vérifier qu'il n'y avait personne. Et quand elle fut sûre, elle fit un signe de main pour que tout le monde la rejoigne. Il commençait à faire vraiment sombre. L'éclairage de la lune était faible, mais heureusement, la mère avait emporté une boussole ainsi qu'une lampe frontale. Ils se glissèrent dans cette couverture végétale et plongèrent dans la forêt obscure, tout droit en direction de cette station de secours. Leur seul espoir. Ils marchèrent pendant facilement 45 minutes. Derrière eux, il n'y avait aucun bruit. Les hommes, a priori, ne les suivaient pas. La mère décida d'utiliser la lampe frontale et aidée par ses habits amples, elle éclaira à l'intérieur de son pull pour ne pas que la lumière se diffuse et trahisse leur position. À l'intérieur du pull, elle peut voir la boussole. Ils sont dans la bonne direction. L'homme est vraiment dans un sale état. Les quelques soins qu'elle avait prodigués n'étaient largement pas suffisants. Et surtout, elle n'avait jamais soigné une blessure par balle. Il y avait probablement 1 ou 2 balles dans sa jambe qu'elle n'avait pas réussi à enlever, et clairement elle ne pouvait pas le faire. L'homme les ralentissait énormément. Soudain, ils entendirent une détonation derrière eux. Une détonation qui était lointaine. Que s'était-il passé? Les hommes étaient peut-être rentrés dans la maison. Ils avaient peut-être découvert le chien, l'avaient abattu, et ils avaient peut-être découvert qu'ils étaient en fuite. La femme demanda à tout le monde de presser le pas. Il était important de s'enfuir, important d'aller vite. Malheureusement, l'homme ne pouvait quasiment plus marcher. La femme essaya de le porter, mais il était lourd, il était beaucoup trop lourd. L'homme commença également à convulser. Il ne pouvait plus bouger, la femme ne pouvait plus le déplacer. Lucie commença à s'inquiéter également. Elle commença à mettre les mains devant la bouche, elle n'en pouvait plus. Elle voulait que ce cauchemar s'arrête. Elle demanda à sa mère, « Maman, où est papa ?» L'inconnu qui était derrière Lucie et qui avait essayé de se relever tomba soudainement à terre d'un bruit sourd. Il était extrêmement pâle, et la mère de Lucie savait qu'il n'en avait plus pour très longtemps. Lucie s'accroupit près de lui, et la mère s'approcha également de lui. Elle lui mit la main sur le front. L'homme essaya de parler, mais il était en train de délirer. Il n'avait plus toute sa tête, il transpirait, il avait des sueurs. C'était la fin.
L'inconnu regardait la mère avec des yeux pâles. Cela voulait tout dire. Abandonnez-moi. Laissez-moi là, sauvez votre peau. La mère enleva son manteau et le donna à l'homme pour essayer de le réchauffer. L'homme la prit dans ses bras pour la remercier, mais malheureusement, elle ne pouvait pas faire grand-chose d'autre. Ils devaient se séparer, l'homme devait rester là, et la mère devait penser à sa famille. Il fallait qu'elle trouve ce poste, pour lancer un appel radio général et appeler les secours. La mère prit Lucie dans ses bras et la poussa pour qu'elle avance. Les deux femmes abandonnèrent l'homme et continuèrent à s'enfoncer dans la forêt. Après 1h30 de marche, elles virent leur objectif. Enfin, la tour se trouvait à 100 mètres, juste au milieu des arbres. Elles allaient pouvoir le passer cet appel radio. Elles commencent à monter les marches de la tour, en accélérant le pas. Enfin, elles allaient pouvoir s'en sortir. Une fois à l'intérieur de la tour, la mère vérifia que la radio était fonctionnelle et passa un appel de détresse à toutes les radios environnantes. Ce n'était pas grave que les hommes arrivent, car la police du comté avait un hélicoptère et ils enverraient quelqu'un, c'était sûr. Cet appel pouvait aussi être capté par son mari, par le garde forestier, le père de la petite, lui donnant pour consigne de ne pas s'approcher de la maison ou du secteur. À la radio, elle reconnut la voix de son cousin qui lui disait qu'il allait arriver très rapidement avec une unité, qu'il serait armé et qu'il pourrait les escorter jusqu'en ville. Enfin, elles étaient tirées d'affaire. C'était fini. Le quart d'heure qui suivit était long. Il était silencieux, mais il était heureux. La mère tenait Lucie dans ses bras. L'hélicoptère arriva et les deux femmes furent sauvées. L'histoire ne s'arrête pas là. La police entreprit des fouilles à l'aide justement de la garde nationale, parce que la forêt était immense. Ils ratissèrent le secteur entier, retrouvèrent la dépouille de l'inconnu. Selon les bases de données d'Interpol, il s'agissait d'un Slovaque. Il était recherché pour de nombreux trafics. Quant au groupe d'hommes, avec la description qu'a donnée la mère, ils en étaient sûrs, c'était un groupe de mercenaires. Le père, la femme, la fille, tout allait bien. Malheureusement, le chien avait été abattu durant la course-poursuite, car les hommes avaient pénétré dans la maison. Ils avaient d'ailleurs retourné la maison en intégralité. Également, lors des fouilles, la police découvrit une mallette dans le potager de la famille, mallette qui appartenait à l'homme, et cette mallette contenait tout un tas de diamants. Des diamants d'un blanc pur, surnommés des diamants de sang. Quand la famille peut rentrer enfin chez elle, la première chose qu'ils firent, c'est se changer. Ça faisait 2 jours et demi qu'il n'était pas changé, et au moment d'enlever son pantalon, la mère sentit quelque chose dans sa poche. Elle glissa la main et trouva 3 beaux diamants, magnifiques, que l'homme lui avait glissés dans la poche, quand elle lui avait donné sa veste. Un remerciement, un cadeau d'adieu, une fin d'histoire. C'est fini! Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé l'histoire. J'ai un petit peu galéré, elle a été très longue à tourner cette vidéo. Ça m'a pris pas mal de dizaines d'heures entre le tournage et le montage. Et s'il fallait retenir quelque chose de cette histoire sordide, ça serait qu'il faut apprendre à parler anglais. Que parler anglais, ça peut aider. Parler anglais, ça aide à communiquer. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous revois la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite un bon week-end. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis... ciao!